Très bien, bonjour à tous. Je vais démarrer pour présenter un peu le contexte de ces 3 derniers mois avec les travaux de nos collègues makers. Paul, on voit l'écran, c'est bon? Ok. Je vais présenter le Fab Lab, c'est le lieu où on est. C'est un atelier de fabrication essentiellement numérique, mais pas que, surtout de prototypage rapide. Et la rapidité, ça a été le maître mot depuis que un certain nombre de besoins sont apparus. On va vous parler ce soir des visières, mais pas que. On va vous parler surtout de modèles open source et comment, avec les chercheurs de l'université et avec le réseau des makers du 06, on a pu s'échanger des modèles, aller les chercher, puisque ça a été un problème mondial, donc des solutions mondiales, donc des solutions à qualifier rapidement, voir si ça correspondait aux besoins. Et ça a été à la fois une belle expérience, à la fois un challenge très éprouvant. On était au contact des hôpitaux, donc dans un contexte parfois difficile. En tout cas, on est très fiers de pouvoir vous présenter les actions qui ont été menées et d'avoir pu le faire pour le bien collectif. C'est un peu l'état d'esprit que l'on a ici. Beaucoup de projets sont des projets pro ou des projets perso. Là, on était dans une autre dimension et c'était important de pouvoir le partager. SophiaConf, c'est quand même un événement annuel important. Je suis très content d'ailleurs de voir dans les participants, on ne peut pas se voir de visu, mais je vois des noms connus et je vous salue tous. Merci de vous être connectés pour entendre ce que va présenter Paul et Marie par rapport à cette collaboration. C'est des projets, on aimera en faire d'autres dans des meilleurs contextes avec vous tous. Donc n'hésitez pas, dès que c'est rouvert, on communiquera pour que vous veniez profiter de cet espace-là. On a plein d'activités, c'est très important de pouvoir animer le numérique par la fabrication, par le faire ensemble. Et c'était ça ce qu'on a fait. On a la chance d'avoir ce lieu-là depuis 5 ans. On espère bien encore avoir d'autres projets dans des contextes peut-être plus sympathiques. Alors, en tout cas, voilà. Merci à Visière Solidaire, merci à l'Université de Côte d'Azur. On a 2 représentants ce soir. Je vais leur laisser la parole. On va commencer par Marie. Je vais te laisser te présenter comment on a pu partager, quelle a été ton expérience. À tout à l'heure. Ah, je suis plus muette, c'est bon. Bonjour à tous, alors je suis Marie Pello. Je vais vous mettre mes slides. Désolée, je n'ai pas partagé mon écran. Hop, partage. Hop, désolée. Donc voilà, je suis maître de conférence en informatique à l'Université Côte d'Azur et je suis rattachée au laboratoire I3S. Et dans le cadre de l'enseignement surtout, au début, je suis devenue référente du Fab Lab, mais qui est sur le campus Valrose. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est, si vous venez à Valrose, vous avez l'entrée et vous suivez le chemin bleu et c'est au fond à l'entresol du TP de chimie. Donc comme au SOFAB, on a plusieurs machines, donc une découpe laser, des imprimantes 3D, des outils pour la soudure. Et puis comme c'était des salles de TP de chimie, on a une salle avec des hottes pour faire la soudure, c'est bien, comme ça vous vous empoisonnez pas trop. Et donc pendant cette période particulière, on avait rejoint le groupe Visière Solidaire du 06. Et donc on a imprimé principalement les visières du modèle Brest. Donc c'était un peu long. On avait réussi en modifiant les paramètres à passer à 1h30 d'impression par visière. Donc c'était pas le modèle le mieux en termes de rapport temps-quantité, mais c'est celui qu'on dédiait uniquement au personnel du CHU parce qu'il était vraiment très confortable, qu'il pouvait le conserver toute la journée sans avoir une barre au milieu du front. Et quand même, c'était quand même eux qu'on voulait protéger et espérer ne pas embêter trop quand même. Et donc, pour les autres personnes, par exemple les personnes dans les magasins, dans les pharmacies, qui avaient peut-être moins besoin de le porter non-stop, on avait vu qu'il y avait des modèles
à la découpe laser et comme on en a une très grande, on s'est dit bah, pourquoi pas. Donc on avait d'abord testé le modèle du CHU de Bruxelles. Le problème c'est qu'il collait vraiment, la feuille vous collait vraiment devant le visage et ça faisait souvent de la buée. Donc tous les modèles qu'on a testés en plexiglas, on les a portés, ceux qui les découpions, pendant une journée obligatoirement, parce que si on n'était pas capable de le supporter, on ne voulait pas le donner aux autres, hein. Et donc voilà, donc ce premier modèle, il était bien, mais pas top, parce qu'il serrait un peu quand même la tête, mais bon. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser d'élastique, c'était fait. Donc on a testé un autre modèle, on en a designé un autre, qui ressemble beaucoup au modèle Brest, parce qu'en fait, si vous regardez, c'est juste le modèle Brest et le modèle du CHU de Bruxelles en même temps. Et celui-là était mieux parce qu'il collait moins au visage, mais il serrait toujours un peu la tête. Et moi, j'ai une petite tête, donc ça m'allait, mais tous les autres, ils avaient un peu plus de problèmes pour ça. Après, on avait vu le modèle Locris. S'il y a des gens qui ont imprimé, vous avez peut-être imprimé ce modèle-là. Et donc, on l'a repris pour le découper parce qu'il était aussi sans élastique, il paraissait bien. Le problème, c'est qu'il était beaucoup trop fin, très fragile. On a essayé de le modifier, mais il se cassait toujours au niveau des branches, constamment. Du coup, c'était pas top. Et donc, on a continué avec le modèle d'avant, qu'on a modifié au fur et à mesure, jusqu'à arriver à la dernière version, où là, par contre, on a besoin d'un élastique, mais ça allait à toutes les formes de tête sur lesquelles on a pu les tester. Et on avait aussi 2 médecins à qui on fournissait les modèles en avant-première pour qu'ils les testent, eux, toute une journée. Et donc, le dernier modèle, c'est celui qui a reçu le plus de points positifs et qui ne se brisait pas dès qu'on le mettait. Donc ça, c'était très bien. Et donc, comme je suis chercheuse, je cherche aussi en optimisation combinatoire. Dans mon équipe, on fait de la programmation par contrainte beaucoup. Et donc, avec un collègue, on a essayé d'optimiser le placement des supports de visière parce que on essayait de minimiser le coût en matière première. Donc là, vous pouvez voir, parce qu'on recevait des plaques de 1000 mm par 750. Et donc, on a essayé d'optimiser au mieux le placement des supports pour en mettre le plus possible. Et donc là, vous voyez, sur une plaque comme ça, on en mettait 40. Et donc, on avait un petit peu peur, c'est au niveau que ce soit trop proche pour la découpeuse laser, mais en fait, elle a très bien découpé. Mais comme vous pouvez voir sur la photo, on perd énormément, on gaspille énormément de plastique au niveau de la surface. Enfin, on avait énormément de gâchis et ça nous dérangeait un peu. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement parce que malheureusement, on ne peut pas le plier en deux. Et donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'est donc là, vous voyez tous les déchets, parce qu'on en a produit, juste pour l'université, on en a produit 2500, et pour l'extérieur, on en avait produit 500, je pense. Donc, on a dû en faire 3000, donc vous avez beaucoup de plaques de plexi, là. Et donc, on a décidé de rajouter des petites formes à l'intérieur. Donc, pour découper les 40 visières, on mettait 1h30. Donc, c'était plutôt rapide. Et pour découper toutes les petites formes, on mettait aussi 1h30. Donc, on faisait ça généralement en 2 passes. On s'occupait d'abord des visières et après, on remettait les plaques pour découper les petites formes. Et donc, essayer de gagner un petit peu, de gâcher un petit peu moins. Alors, vous allez voir, ces petites formes, c'est pas des trucs de ouf. C'est juste des petits porte-clés. Donc ça, c'était les 3S de mon laboratoire. En dessous, vous avez l'Université Côte d'Azur tout en bas. Et sur la droite, l'EUR DS4H dont je fais partie. Et un petit bonhomme qui fait un bisou cœur qu'on mettait dans les livraisons pour les personnels qui recevaient les visières. Voilà. Donc ça nous a permis de gâcher un petit peu moins de plastique. Et après, on est en train de voir pour justement voir si il existe une entreprise qui récupère le plexiglas PMMA coulé
Et donc, on va voir avec eux s'ils peuvent récupérer tout ça et en faire quelque chose, parce que ce serait quand même un peu dommage. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je laisse la parole peut-être à Paul ou à Julien. Merci beaucoup Marie. Effectivement, on va enchaîner avec Paul qui va nous parler aussi dans la dimension open source de l'open manufacturing et présenter tout ça. Pour tout ce qui est modèle, vous retrouverez sur le site du sofa.tv tous les éléments, des modèles, des retours d'expérience. Là, on a voulu se concentrer, comme on est dans SophiaConf, sur la dimension partage des modèles et comment on en est arrivé à ce besoin de design, parce que derrière la fabrication, où on appuie sur un bouton et la machine fabrique, il y a tout un procédé de design et des heures et des heures d'échange pour, un peu comme vous l'a présenté Marie, arriver à affiner les modèles et choisir le bon. À toi, Paul. Ok. Allô? Ouais, tout le monde m'entend? Ouais, c'est bon. Ok. Donc oui, moi effectivement, je vais vous présenter plutôt le point de vue en fait. Alors un point de vue double, le point de vue en fait d'une entreprise effectivement, dont c'est un petit peu le job de designer et effectivement aussi du groupe Viseur Solidaire. Donc de manière complémentaire en fait au groupe de Marie en fait qui était plus situé à l'ouest du 06, à l'est du 06. Nous, on était un groupe en fait qui fabriquait en fait pour les besoins en fait des hôpitaux et du personnel soignant pour l'ouest du 06, donc tout le secteur en fait entre Cannes et Grasse, sachant qu'il y avait un autre groupe qui gérait aussi le secteur d'Antibes et un autre de Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Donc moi je me présente en fait effectivement donc j'ai plutôt un profil de designer donc effectivement en hard skill designer, en soft skill maker contrairement à ce qu'on voilà. Et aujourd'hui en fait je gère une entreprise enfin une société qui s'appelle Nuxperia et qui intervient en fait pour des clients sur des problématiques de design d'expérience et de design produit pour des startups ou des sociétés en fait plus grosses. Donc l'expérience Visière Solidaire, donc en ce qui nous concerne, effectivement, c'est une expérience qui a démarré fin mars en rejoignant, alors que j'étais confiné en fait avec plusieurs imprimantes 3D, donc principalement une en fait qui avait pu être rapatriée tout de suite à la maison. Donc j'ai rejoint sur Facebook en fait d'autres makers qui étaient assez proches de moi géographiquement, et c'est là qu'a démarré en fait en ce qui me concerne l'expérience Visière Solidaire. Donc au début du mois de mars, on était à peu près une dizaine de makers, donc on rassemblait à peu près une quinzaine de machines, sachant que effectivement, moi j'avais une machine qui était directement sur place chez moi, et il y avait 5 autres machines en fait qui étaient entreposées au bureau. Le problème était en mode confinement de rapatrier 6 machines à la maison, c'était assez compliqué. Ma femme n'aurait pas forcément accepté. Donc, j'ai commencé à produire en fait au début, donc déjà sur une première imprimante, identifier les modèles en fait qui pouvaient être produits en 3D via l'imprimante, et aussi effectivement réfléchir à ce qui pouvait être fait, voilà, confiné en tant que maker pour aider. Donc, le concept en fait de visière est apparu assez rapidement en fait comme un objet open source en fait. Sur lequel énormément de modèles avaient commencé à être partagés et qui ne présentaient pas énormément de risques dans la fabrication comparativement à d'autres objets qui auraient pu être fabriqués par ailleurs. Il y avait des modèles de masques qui commençaient à s'échanger, mais effectivement, on était sur des problématiques de protection du personnel soignant et de normes. Donc les visières, effectivement, étaient quelque chose qu'on pouvait se permettre de fabriquer à l'époque. Et donc, on a commencé à lancer la production de ces visières. Donc, ça partait simplement du principe de se rendre sur des banques open source qui commençaient à distribuer des modèles et de passer ça dans ce qu'on appelle son slicer en fait en impression 3D pour l'imprimer effectivement sur une imprimante. Donc au début, effectivement, en tant que maker, on en imprime au début, on va dire une dizaine, puisqu'il faut à peu près une bonne heure en fait, d'impression par armature de visière. Donc ce qui est imprimé, en fait, c'est l'armature de visière
et on vient lui rajouter sur le principe une feuille transparente qui permet en fait de constituer la visière avec un élastique. Et donc, très rapidement, au bout de 2 semaines, on était passé du modèle de bobine en fait, qui est en bas de la photo et qui pèse à peu près 1 kg à des modèles de bobine en fait, de 8 kg. Donc là, on a sur la partie haute de la photo 16 kg de filament qu'il a fallu très rapidement commander avec toutes les problématiques de logistique qui pouvaient à l'époque se poser, parce qu'on était en France, on va dire un sacré paquet de makers à avoir tous besoin de filaments. Et donc voilà, en fait, l'idée c'était de transformer ce filament en armature de visière que vous voyez sur la droite. Et en bas, vous avez la production à peu près d'un week-end, donc chez un de nos makers. On a pu produire jusqu'au plus fort en fait, de la demande, à peu près 250 visières par jour, donc sur les imprimantes. Donc effectivement, ça a été une montée en charge qui s'est faite très très rapidement, en l'espace d'une dizaine de jours, donc avec beaucoup de logistique à gérer en termes d'approvisionnement, en termes de transparent. On a dévalisé à peu près toutes les librairies, toutes les papeteries qui étaient à peu près ouvertes du secteur en élastique et en transparent, et c'était quand même pour nous relativement un problème. Donc au-delà de l'aspect logistique, une des principales problématiques, c'était effectivement d'optimiser le temps d'impression et le temps de fabrication d'une armature, parce que l'impression 3D n'est quand même pas un moyen de production industriel. Et on a passé notre temps effectivement à changer en fait tous les paramètres d'impression, les paramètres de rétractation du filament, par exemple, les vitesses d'impression, de manière à obtenir le temps d'impression le plus faible possible et produire le maximum de visières, on va dire, par jour. Une des problématiques qu'on avait aussi, c'était que la nuit, il fallait quand même arrêter nos machines parce qu'il fallait aller dormir. Donc, pour certains, on a assez peu dormi, mais une des problématiques qu'on recherchait aussi, c'était comment faire tourner quelque part nos imprimantes la nuit et pouvoir avoir une production en continu. Donc là, vous avez les 18 imprimantes du groupe de makers, donc sur visière solidaire de l'OS 06, et on peut dire effectivement que sur cette période-là, on a pu créer en fait une véritable mini-usine distribuée et confinée, là où justement les industriels étaient un petit peu en mal en fait en termes de production, puisque leurs usines étaient arrêtées, leurs machines de production étaient arrêtées. Donc la réponse en termes d'impression 3D était une vraie réponse à un contexte en fait de pénurie et une absence de matériel. Donc dans la présentation justement des modèles qui eux ont été imprimés en 3D, donc Prusa Research en fait Prusa est un fabricant en fait d'imprimantes 3D, a publié très très rapidement et a développé très rapidement en fait un modèle de visière, donc qu'il a mis en open source donc sur son site, et qui a été un des premiers modèles en fait repérés par les makers au tout début de la crise en termes d'impression. Ce modèle en fait a connu 4 évolutions successives. Pendant toute la période en fait entre un peu avant la fin mars en fait et ces derniers jours, de manière à matcher effectivement avec toujours un besoin en fait d'imprimer plus vite ou de manière empilée. Alors ce qu'on appelle les stacks, en fait c'est en bas sur la droite en fait sur la photo. L'idée c'était d'imprimer des visières de manière superposée, de manière à, on va dire, à lancer des impressions la nuit et à atteindre des temps d'impression qui pouvaient être aux alentours d'une douzaine d'heures, et récupérer tout ça en fait le matin et maximiser le temps d'utilisation de l'imprimante. Donc sur une visière comme Prusa, effectivement il y a eu quatre versions successives jusqu'à la dernière version, qui est celle que j'ai là. Voilà, et qui est une version en fait qui a été redessinée pour se conformer en fait à la nouvelle norme qui concerne des équipements de protection industrielle, parce qu'au tout début de la crise, effectivement, on avait assez peu de normes. À la fin, par contre, les normes étaient sorties. Il y a eu un autre modèle en fait qui a été très largement diffusé, qui est le modèle en fait qui était la 3D Werkstand, et qui était donc un modèle qui a été imprimé par les makers du site Covid 3D, donc qui était un autre groupe, un autre réseau en fait de diffusion en fait des makers, donc qui pareil lui était stackable. Donc et là par contre effectivement les stacks étaient assez grosses, donc on pouvait empiler en fait une bonne dizaine de visières sur une stack. Par contre, effectivement, en termes de confort, on avait des problématiques un petit peu différentes du coup en termes de confort. Dans le réseau visière solidaire, donc
il y avait un modèle qui était partagé en fait, par l'ensemble des makers du réseau Visière Solidaire, donc, qui a évolué en 14 versions. Donc, on est parti de la version 8 pour atteindre la version 30B. Donc, vous avez en fait dans l'encadré les 14 versions différentes qui ont été mises en open source. Donc, malheureusement, effectivement, c'était un petit peu la problématique de l'open source, c'est que pour le coup, le modèle évolue à peu près tous les 2 jours et changer en fait des fois la méthode de production d'un jour à l'autre. Effectivement, le but était de toujours maximiser le poids, la vitesse d'impression. Par contre, ce n'était pas forcément toujours évident parce que effectivement, même si on avait des retours du personnel soignant sur des problématiques en fait exprimées sur certains modèles de visière, il n'était pas simple en fait effectivement de changer de modèle en fait à peu près tous les 2 jours. Donc, ce qui s'est passé, c'est que globalement, on a suivi au sein de ces 14 modèles à peu près 3-4 modèles. Et donc, on a même assez vite arrêté. Donc, quand le design en fait, est passé sur un design qu'on appelle frameless, en fait, avec des branches beaucoup plus courtes, de produire le modèle de visière solidaire. Le problème en fait étant effectivement qu'on avait des difficultés à s'approvisionner dans des élastiques par exemple assez longs, ou la façon en fait de monter en fait le transparent qui nécessitait par exemple une perforation qui était assez spécifique, qui était assez complexe. Au début par exemple les modèles utilisaient des clips, les clips étaient cassés, perdus. Donc voilà, assez rapidement, on en est venu à dessiner nous, puisque effectivement nous avions en fait 2 designers industriels dans le groupe. Donc, un designer en fait, du coup, de Nixperia, et un autre designer en fait, a designé en fait, du coup, notre propre modèle qui répondait justement à des problématiques du coup de montage simplifié, de désinfection, de rapidité d'impression. Donc là, en fait, c'est un modèle justement qu'on a designé nous spécialement pour la crise Covid et qu'on a repartagé en open source, du coup, sur les réseaux classiques en fait de modèles. On est intervenu justement avec le SOFAB sur la fabrication du modèle Prusa notamment, qui nous posait problème en termes d'approvisionnement, puisque ce modèle utilisait pour être vraiment fonctionnel en fait, et transparent, du coup des écrans qui étaient beaucoup plus épais, donc, et qui nécessitaient la découpe laser. Donc effectivement, le SOFAB nous a ouvert à à mi-période du coup son espace, et nous avons pu accéder en fait à la découpe laser pour fabriquer ce type de visière, sachant que effectivement c'était une visière qui était très demandée par certains personnels, notamment les gens qui étaient aux IRM, aux scanners, qui avaient besoin de transparence en termes de lecture d'écran. Voilà. Donc assez rapidement, effectivement, cette collaboration avec le SOFAB nous a permis de répondre à une problématique assez spécifique. On est allé effectivement jusqu'à faire évoluer notre modèle vers une réponse vers le moulage en injection si nécessaire, qui effectivement avait par contre un coût et qu'on n'a pas pu absorber en fait au niveau de la fabrication des visières solidaires, mais le modèle était prêt si nécessaire effectivement à passer sur une production en grande série. Donc ça, c'est aussi notre capacité en termes de société, enfin en termes de sociétés de designers, en fait, justement, à faire évoluer un modèle d'impression 3D vers un modèle qui peut être produit en industrie. On a répondu aussi en parallèle à des demandes qui étaient très, très spécifiques. Donc là, par exemple, on avait un chirurgien dentiste qui avait une problématique d'utiliser en fait des montures binoculaires, donc avec une lumière donc pendant les opérations dentaires d'urgence, et où là en fait les visières classiques ne permettaient pas de répondre correctement à la demande. Et là, ce qu'on a fait en fait, c'est que le dentiste ne pouvant pas nous le confier son matériel très très longtemps, et en plus bon, c'est un matériel qui était assez onéreux, donc une bonne dizaine de milliers d'euros, on a scanné en 3D en fait la monture pour en faire un clone numérique, et ça nous a permis de lancer la conception en fait d'un modèle tout à fait spécifique, avec du coup la conception d'une tétine du coup en silicone qui permettait le passage de la lumière. Il reste combien de temps? Ouais, ça va. Donc on a pu aussi fabriquer dans certains cas pour certains hôpitaux à la demande en fait des raccords pour les masques Décathlon qui étaient demandés aussi par certains, et procédé qui permettra effectivement par la suite d'imprimer aussi différents types de matériel. Donc là on a quelques photos effectivement de nos visières portées par l'ensemble du personnel soignant. En haut à gauche,
les visières les plus résistantes et transparentes, en fait, qui supportaient très très bien la désinfection et qui étaient, on va dire, quasiment d'un équipement professionnel, ont même été utilisées à Cannes, en fait, pour une opération en cardiologie. Donc la qualité du matériel était équivalente, effectivement, à du matériel classique. Donc on était assez content, effectivement, que la qualité qu'on ait recherchée dans la production de nos matériels ait permis, effectivement, d'atteindre ce niveau d'exigence. Donc pour résumer, visière solidaire, donc pour l'Ouest du 06, on était 10 makers. On a produit 6400 visières imprimées en 3D, donc pour notre secteur, pour notre groupe. Il y a eu sur l'ensemble du 06 à peu près 15 000 visières et environ 1 million, en fait, de visières produites à ce jour, à peu près, c'est une estimation, mais voilà, à peu près par l'ensemble des makers en France. Aujourd'hui, la démarche, en fait, on essaye de s'engager dans une démarche un petit peu plus pérenne. On a pu, une fois le confinement terminé, en fait, du coup, se tourner aussi vers les autres groupes de makers. Et aujourd'hui, l'objectif, effectivement, est de regrouper un petit peu tous les makers de la Côte d'Azur. On avait envie de faire plein de choses en commun. Effectivement, l'aventure Visière Solidaire était une super aventure humaine. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut essayer de penser un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, on a 2-3 initiatives qui commencent à émerger, en fait, sur nos groupes de discussion. Donc une première qui serait effectivement d'entreprendre, en fait, justement, d'innover localement et en tant que maker sur la Côte d'Azur, de manière effectivement à développer cette résilience et développer justement ces projets d'innovation frugale, low-tech, dont on peut avoir besoin dans le futur, aussi bien pour une crise, mais aussi pour répondre à d'autres problématiques. Et aussi une initiative qui viserait à élargir cette initiative au-delà des frontières, donc avec la création d'un groupe, en fait, de makers et des projets qui seraient à destination du coup de l'étranger, où l'idée, ça serait effectivement d'exporter ce savoir-faire et ces outils technologiques justement en direction des autres pays. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour de l'initiative Visière Solidaire. Dans quoi s'inscrit cette démarche? Donc, pour refaire un lien avec l'open source, effectivement, toute cette démarche, c'est une démarche, en fait, de ce qu'on appelle d'open manufacturing, qui va consister justement à utiliser de nouveaux outils de production, donc les imprimantes 3D qu'on a utilisées, la CNC, enfin des machines CNC, donc ça peut être effectivement du fraisage numérique, ça peut être de la découpe laser, donc qui sont basés effectivement du coup sur de nouveaux standards, de nouvelles méthodes de production de machines, des nouvelles valeurs, en fait, des mouvements qui partagent justement des nouvelles valeurs, en fait, telles que justement le mouvement des makers auquel on appartient, et tout ce qui est, en fait, lié au do it yourself. Et puis justement des nouvelles institutions, en fait, des nouveaux réseaux, en fait, qui permettent justement de produire et de fabriquer dans ces contextes-là, comme les Fab Labs, les hackerspace, les makerspace. Dans le domaine de l'open source, énormément de standards commencent à émerger, énormément de software, en fait, de logiciels et de protocoles, en fait, émergent. Donc là, on en a aperçu. Enfin voilà, je vais pas les décrire, mais effectivement, aujourd'hui, l'open manufacturing fait partie de l'open source est complètement et directement lié à l'open source. C'est une autre vision, effectivement, de l'open source. L'open source n'est pas que du software, il y a effectivement du coup de l'open source hardware. Et aujourd'hui, en fait, les Fab Labs, comme le SoFab, sont des endroits où vous pouvez en fait bénéficier de cette vision open source et élargir, en fait, votre champ en fait de compétences software, effectivement, à du hardware, à l'utilisation de nouvelles machines. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Et, donc je vais terminer, je vais repasser la parole à Julien. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Marie. Vous l'avez vu, hein, c'est beaucoup de savoir-faire technique, de partage, pas seulement local. Ça a été vraiment un partage global avec des effets locaux, puisque effectivement, on a pu servir tout un grand nombre de demandes. On va passer aux questions. Il nous reste 3 minutes avant Paul, de passer à la suite. Oui. Paul, est-ce que tu pourrais couper ton Si micro? vous avez Ça des fait un questions. écho. Okay. Ouais, excuse-moi. Ah oui, double son, on est côte à côte. Hein. Je ne l'entendais pas. Est-ce que vous avez des questions?
tu as eu comme question, enfin tu as répondu par le chat, mais enfin, je pense que c'est bien aussi d'en reparler à l'oral. C'était la partie pour les dentistes en particulier. Oui, donc on s'est aperçu de la diversité des besoins. Bah, là, à l'écran, vous voyez justement une visière avec un trou. Donc, d'un point de vue de la barrière antivirus, ça a été vite comblé merci, par cette fameuse tétine donc souple, dans lequel sortait la lampe que Paul porte ici et qu'a nécessité. Alors, le plus impressionnant, on parlait de prototypage rapide tout à l'heure, c'est que entre la demande du dentiste un après-midi, le scan 3D Paradis Shape le soir, le premier modèle tard dans la nuit, parce que Paul et ses amis étaient un peu insomniaques en cette période. Dès le lendemain matin, on pouvait découper la visière et regarder le passage de la lampe. Plus quelques heures, parce qu'il y a eu un autre modèle, etc. Ce qui a pris le plus de temps, c'était cette fameuse tétine. Ça montre qu'on a encore des efforts à faire, que nos ateliers de résilience, nos Fab Labs doivent encore s'étendre, maîtriser de plus en plus de matériaux, ce silicone souple. Alors, on s'est équipé ensuite, mais il faut bien remarquer que tout le partage de connaissances, lui, n'a pris que quelques heures et c'est ça la leçon qu'on retient. D'ailleurs, moi j'ai une question. Comment vous l'avez fait, votre tétine en silicone? Au final, vas-y. Ouais. Donc, en fait, la tétine aujourd'hui, elle a été imprimée donc celle-ci. Je sais pas si on me voit. Ouais. Je ne vois pas. Ouais, ça. Voilà. Donc la tétine en fait qui est là. Donc moi j'ai un modèle en fait qui a été imprimé en résine incolore. Donc voilà. Donc cette tétine elle a été imprimée en fait sur une imprimante 3D résine. Donc il y a différents procédés en fait d'impression. Les visières ont été produites en fait dans ce qu'on appelle un procédé d'impression par dépôt de fil. Donc c'est du filament. Et là en fait c'est de la résine qui est solidifiée par un laser. Donc une machine en fait qui est aujourd'hui enfin, qu'on n'a pas aujourd'hui en fait dans nos locaux, qu'on a fait fabriquer en fait chez un partenaire en fait qui était sur Marseille. Donc une fois en fait la conception 3D réalisée, on a pu effectivement imprimer cette tétine du coup sur une imprimante résine. L'objectif est effectivement d'acquérir cette imprimante aussi en parallèle d'ici à la fin de l'année, en ce qui nous concerne. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a différents procédés aujourd'hui d'impression qui permettent d'atteindre des résultats pour un pré-modèle de série assez proche du modèle de série. Voilà. Mais du coup, quand c'est une imprimante résine, ça met longtemps à Non, imprimer? pas particulièrement. Alors l'idée, en fait, à partir de ce modèle résine, c'est de produire un moule en silicone. Donc on a la fraiseuse numérique du coup du SOFAB où on a commencé le travail de produire un moule qui permette en fait d'injecter ensuite du coup cette résine à partir de silicone classique et de la produire en plus grande série. Donc une fois validé le form factor et le facteur dimensionnel avec et le côté usage avec l'imprimante résine, l'idée c'est de passer sur un moule résine, un moule silicone, voilà, qu'on produit avec la fraiseuse numérique du SOFAB. On arrive Voilà, au bout de la c'est le mot de la présentation. fin. Vous le voyez, le Fab Lab, il avance en fonction de vos besoins. Donc, vous viendrez quand ce sera ouvert. Et si vous avez besoin de quelque chose, c'est ça qui nous permet d'avoir de nouvelles machines, de nouvelles compétences, de faire de nouveaux ateliers pour aller encore plus loin. Donc là, ça nous a permis d'aller très, très loin avec du fraisage, avec du moule silicone qu'on ne faisait pas avant. Donc, dès que c'est rouvert, venez.
Très bien. Bonjour à tous. Je vais démarrer pour présenter un peu le contexte de ces 3 derniers mois avec les travaux de nos collègues makers. Paul, on voit l'écran, c'est bon? Ok. Je vais présenter le Fab Lab, c'est le lieu où on est. C'est un atelier de fabrication essentiellement numérique, mais pas que, surtout de prototypage rapide. Et la rapidité, ça a été le maître mot depuis que un certain nombre de besoins sont apparus. On va vous parler ce soir des visières, mais pas que. On va vous parler surtout de modèles open source et comment, avec les chercheurs de l'université et avec le réseau des makers du 06, on a pu s'échanger des modèles, aller les chercher, puisque ça a été un problème mondial, donc des solutions mondiales, donc des solutions à qualifier rapidement, voir si ça correspondait aux besoins. Et ça a été à la fois une belle expérience, à la fois un challenge très éprouvant. On était au contact des hôpitaux, donc dans un contexte parfois difficile. En tout cas, on est très fiers de pouvoir vous présenter les actions qui ont été menées et d'avoir pu le faire pour le bien collectif. C'est un peu l'état d'esprit que l'on a ici. Beaucoup de projets sont des projets pro ou des projets perso. Là, on était dans une autre dimension et c'était important de pouvoir le partager. SophiaConf, c'est quand même un événement annuel important. Je suis très content d'ailleurs de voir dans les participants, on ne peut pas se voir de visu, mais je vois des noms connus et je vous salue tous. Merci de vous être connectés pour entendre ce que va présenter Paul et Marie par rapport à cette collaboration. C'est des projets, on aimera en faire d'autres dans des meilleurs contextes avec vous tous. Donc n'hésitez pas, dès que c'est rouvert, on communiquera pour que vous veniez profiter de cet espace-là. On a plein d'activités, c'est très important de pouvoir animer le numérique par la fabrication, par le faire ensemble. Et c'était ça ce qu'on a fait. On a la chance d'avoir ce lieu-là depuis 5 ans. On espère bien encore avoir d'autres projets dans des contextes peut-être plus sympathiques. Alors, en tout cas, voilà. Merci à Visière Solidaire, merci à l'Université Côte d'Azur. On a 2 représentants ce soir. Je vais leur laisser la parole. On va commencer par Marie. Je vais te laisser te présenter comment on a pu partager, quelle a été ton expérience. À tout à l'heure. Je suis plus muette, c'est bon. Bonjour à tous, alors je suis Marie Pello. Je vais vous mettre mes slides. Désolée, je n'ai pas partagé mon écran. Hop, partage. Hop, désolée. Donc voilà, je suis maître de conférence en informatique à l'Université Côte d'Azur et je suis rattachée au laboratoire I3S. Et dans le cadre de l'enseignement surtout, au début, je suis devenue référente du Fab Lab, mais qui est sur le campus Valrose. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est, si vous venez à Valrose, vous avez l'entrée et vous suivez le chemin bleu et c'est au fond à l'entresol du TP de chimie. Donc comme au SOFAB, on a plusieurs machines, donc une découpe laser, des imprimantes 3D, des outils pour la soudure. Et puis comme c'était des salles de TP de chimie, on a une salle avec des hottes pour faire la soudure, c'est bien, comme ça vous vous empoisonnez pas trop. Et donc pendant cette période particulière, on avait rejoint le groupe Visière Solidaire du 06. Et donc on a imprimé principalement les visières du modèle Brest. Donc c'était un peu long. On avait réussi en modifiant les paramètres à passer à 1h30 d'impression par visière. Donc c'était pas le modèle le mieux en termes de rapport temps-quantité, mais c'est celui qu'on dédiait uniquement au personnel du CHU parce qu'il était vraiment très confortable, qu'il pouvait le conserver toute la journée sans avoir une barre au milieu du front. Et quand même, c'était quand même eux qu'on voulait protéger et espérer ne pas embêter trop quand même. Et donc, pour les autres personnes, par exemple les personnes dans les magasins, dans les pharmacies, qui avaient peut-être moins besoin de le porter non-stop, on avait vu qu'il y avait des modèles
à la découpe laser et comme on en a une très grande, on s'est dit pourquoi pas. Donc on avait d'abord testé le modèle du CHU de Bruxelles. Le problème, c'est qu'il collait vraiment, la feuille vous collait vraiment devant le visage et ça faisait souvent de la buée. Donc tous les modèles qu'on a testés en plexiglas, on les a portés, ceux qui les découpions, pendant une journée obligatoirement, parce que si on n'était pas capable de le supporter, on ne voulait pas le donner aux autres, hein. Et donc voilà, donc ce premier modèle, il était bien, mais pas top, parce qu'il serrait un peu quand même la tête, mais bon. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser d'élastique, c'était fait. Donc on a testé un autre modèle, on en a designé un autre, donc qui ressemble beaucoup au modèle Brest, parce qu'en fait, si vous regardez, c'est juste le modèle Brest et le modèle du CHU de Bruxelles en même temps. Et celui-là était mieux parce qu'il collait moins au visage, mais il serrait toujours un peu la tête. Et moi, j'ai une petite tête, donc ça m'allait, mais tous les autres, ils avaient un peu plus de problèmes pour ça. Après, on avait vu le modèle Locris. S'il y a des gens qui ont imprimé, vous avez peut-être imprimé ce modèle-là. Et donc, on l'a repris pour le découper parce qu'il était aussi sans élastique, il paraissait bien. Le problème, c'est qu'il était beaucoup trop fin, très fragile. On a essayé de le modifier, mais il se cassait toujours au niveau des branches, constamment. Du coup, c'était pas top. Et donc, on a continué avec le modèle d'avant, qu'on a modifié au fur et à mesure, jusqu'à arriver à la dernière version, où là, par contre, on a besoin d'un élastique, mais ça allait à toutes les formes de tête sur lesquelles on a pu les tester. Et on avait aussi 2 médecins à qui on fournissait les modèles en avant-première pour qu'ils les testent, eux, toute une journée. Et donc, le dernier modèle, c'est celui qui a reçu le plus de points positifs et qui ne se brisait pas dès qu'on le mettait. Donc ça, c'était très bien. Et donc, comme je suis chercheuse, je cherche aussi en optimisation combinatoire. Dans mon équipe, on fait de la programmation par contrainte beaucoup. Et donc, avec un collègue, on a essayé d'optimiser le placement des supports de visière parce que on essayait de minimiser le coût en matière première. Donc là, vous pouvez voir, parce qu'on recevait des plaques de 1000 mm par 750. Et donc, on a essayé d'optimiser au mieux le placement des supports pour en mettre le plus possible. Et donc là, vous voyez, sur une plaque comme ça, on en mettait 40. Et donc, on avait un petit peu peur, c'est au niveau que ce soit trop proche pour la découpeuse laser, mais en fait, elle a très bien découpé. Mais comme vous pouvez voir sur la photo, on perd énormément, on gaspille énormément de plastique. Au niveau de la surface, enfin, on avait énormément de gâchis et ça nous dérangeait un peu. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement parce que malheureusement, on ne peut pas le plier en deux. Et donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'est donc là, vous voyez tous les déchets, parce qu'on en a produit, juste pour l'université, on en a produit 2500, et pour l'extérieur, on en avait produit 500, je pense. Donc, on a dû en faire 3000, donc vous avez beaucoup de plaques de plexi, là. Et donc, on a décidé de rajouter des petites formes à l'intérieur. Donc, pour découper les 40 visières, on mettait 1h30. Donc, c'était plutôt rapide. Et pour découper toutes les petites formes, on mettait aussi 1h30. Donc, on faisait ça généralement en 2 passes. On s'occupait d'abord des visières et après, on remettait les plaques pour découper les petites formes. Et donc, essayer de gagner un petit peu, de gâcher un petit peu moins. Alors, vous allez voir, ces petites formes, ce n'est pas des trucs de ouf. C'est juste des petits porte-clés. Donc, ça, c'était les 3S de mon laboratoire. En dessous, vous avez l'Université Côte d'Azur tout en bas. Et sur la droite, l'EUR DS4H dont je fais partie. Et un petit bonhomme qui fait un bisou cœur qu'on mettait dans les livraisons pour les personnels qui recevaient les visières. Voilà. Donc, ça nous a permis de gâcher un petit peu moins de plastique. Et après, on est en train de voir pour justement voir si c'est
il existe une entreprise qui récupère le plexiglas PMMA coulé. Et donc, on va voir avec eux s'ils peuvent récupérer tout ça et en faire quelque chose, parce que ce serait quand même un peu dommage. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je laisse la parole peut-être à Paul ou à Julien. Merci beaucoup Marie. Effectivement, on va enchaîner avec Paul qui va nous parler aussi dans la dimension open source de l'open manufacturing et présenter tout ça. Pour tout ce qui est modèle, vous retrouverez sur le site du sofa.tv tous les éléments, des modèles, des retours d'expérience. Là, on a voulu se concentrer, comme on est dans SophiaConf, sur la dimension partage des modèles et comment on en est arrivé à ce besoin de design, parce que derrière la fabrication, où on appuie sur un bouton et la machine fabrique, il y a tout un procédé de design et des heures et des heures d'échange pour, un peu comme vous l'a présenté Marie, arriver à affiner les modèles et choisir le bon. À toi, Paul. Ok. Allô? Ouais, tout le monde m'entend? Ouais, c'est bon. Ok. Donc oui, moi effectivement, je vais vous présenter plutôt le point de vue en fait. Alors un point de vue double, le point de vue en fait d'une entreprise effectivement, dont c'est un petit peu le job de designer et effectivement aussi du groupe Viseur Solidaire. Donc de manière complémentaire en fait au groupe de Marie en fait qui était plus situé à l'ouest du 06, à l'est du 06. Nous, on était un groupe en fait qui fabriquait en fait pour les besoins en fait des hôpitaux et du personnel soignant pour l'ouest du 06, donc tout le secteur en fait entre Cannes et Grasse, sachant qu'il y avait un autre groupe qui gérait aussi le secteur d'Antibes et un autre de Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Donc moi je me présente en fait effectivement donc j'ai plutôt un profil de designer, donc effectivement en hard skill designer, en soft skill maker, contrairement à ce qu'on voilà. Et aujourd'hui en fait je gère une entreprise, enfin une société qui s'appelle Nuxperia et qui intervient en fait pour des clients sur des problématiques de design d'expérience et de design produit pour des startups ou des sociétés en fait plus grosses. Donc l'expérience Visière Solidaire, donc en ce qui nous concerne, effectivement, c'est une expérience qui a démarré fin mars en rejoignant, alors que j'étais confiné en fait avec plusieurs imprimantes 3D, donc principalement une en fait qui avait pu être rapatriée tout de suite à la maison. Donc j'ai rejoint sur Facebook en fait d'autres makers qui étaient assez proches de moi géographiquement, et c'est là qu'a démarré en fait en ce qui me concerne l'expérience Visière Solidaire. Donc au début du mois de mars, on était à peu près une dizaine de makers, donc on rassemblait à peu près une quinzaine de machines, sachant que effectivement, moi j'avais une machine qui était directement sur place chez moi, et il y avait 5 autres machines en fait qui étaient entreposées au bureau. Le problème était en mode confinement de rapatrier 6 machines à la maison, c'était assez compliqué. Ma femme n'aurait pas forcément accepté. Donc, j'ai commencé à produire en fait au début, donc déjà sur une première imprimante, identifier les modèles en fait qui pouvaient être produits en 3D via l'imprimante, et aussi effectivement réfléchir à ce qui pouvait être fait, voilà, confiné en tant que maker pour aider. Donc, le concept en fait de visière est apparu assez rapidement en fait comme un objet open source en fait. Sur lequel énormément de modèles avaient commencé à être partagés et qui ne présentaient pas énormément de risques dans la fabrication comparativement à d'autres objets qui auraient pu être fabriqués par ailleurs. Il y avait des modèles de masques qui commençaient à s'échanger, mais effectivement, on était sur des problématiques de protection du personnel soignant et de normes. Donc les visières, effectivement, étaient quelque chose qu'on pouvait se permettre de fabriquer à l'époque. Et donc, on a commencé à lancer la production de ces visières. Donc, ça partait simplement du principe de se rendre sur des banques open source qui commençaient à distribuer des modèles et de passer ça dans ce qu'on appelle son slicer en fait en impression 3D pour l'imprimer effectivement sur une imprimante.
Donc au début, effectivement, en tant que maker, on en imprime au début, on va dire une dizaine, puisqu'il faut à peu près une bonne heure en fait, d'impression par armature de visière. Donc ce qui est imprimé, en fait, c'est l'armature de visière, et on vient lui rajouter sur le principe une feuille transparente. Qui permet en fait de constituer la visière avec un élastique. Et donc, très rapidement, au bout de 2 semaines, on était passé du modèle de bobine en fait, qui est en bas de la photo et qui pèse à peu près 1 kg, à des modèles de bobine en fait, de 8 kg. Donc là, on a sur la partie haute de la photo 16 kg de filament qu'il a fallu très rapidement commander avec toutes les problématiques de logistique qui pouvaient à l'époque se poser, parce qu'on était en France, on va dire un sacré paquet de makers à avoir tous besoin de filaments. Et donc voilà, en fait, l'idée c'était de transformer ce filament en armature de visière que vous voyez sur la droite. Et en bas, vous avez la production à peu près d'un week-end, donc chez un de nos makers. On a pu produire jusqu'au plus fort en fait, de la demande, à peu près 250 visières par jour, donc sur les imprimantes. Donc effectivement, ça a été une montée en charge qui s'est faite très très rapidement, en l'espace d'une dizaine de jours, donc avec beaucoup de logistique à gérer en termes d'approvisionnement, en termes de transparent. On a dévalisé à peu près toutes les librairies, toutes les papeteries qui étaient à peu près ouvertes du secteur en élastique et en transparent, et c'était quand même pour nous relativement un problème. Donc au-delà de l'aspect logistique, une des principales problématiques, c'était effectivement d'optimiser le temps d'impression et le temps de fabrication d'une armature, parce que l'impression 3D n'est quand même pas un moyen de production industriel. Et on a passé notre temps effectivement à changer en fait, tous les paramètres d'impression, les paramètres de rétractation du filament, par exemple, les vitesses d'impression, de manière à obtenir le temps d'impression le plus faible possible et produire le maximum de visières, on va dire, par jour. Une des problématiques qu'on avait aussi, c'était que la nuit, il fallait quand même arrêter nos machines parce qu'il fallait aller dormir. Donc, pour certains, on a assez peu dormi, mais une des problématiques qu'on recherchait aussi, c'était comment faire tourner quelque part nos imprimantes la nuit et pouvoir avoir une production en continu. Donc là, vous avez les 18 imprimantes du groupe de makers, donc sur visière solidaire de l'OS 06, et on peut dire effectivement que sur cette période-là, on a pu créer en fait une véritable mini-usine distribuée et confinée, là où justement les industriels étaient un petit peu en mal en fait, en termes de production, puisque leurs usines étaient arrêtées, leurs machines de production étaient arrêtées. Donc la réponse en termes d'impression 3D était une vraie réponse à un contexte en fait, de pénurie et une absence de matériel. Donc dans la présentation justement des modèles qui eux ont été imprimés en 3D, donc Prusa Research en fait qui est Prusa est un fabricant en fait d'imprimantes 3D, a publié très très rapidement et a développé très rapidement en fait un modèle de visière, donc qu'il a mis en open source donc sur son site, et qui a été un des premiers modèles en fait repérés par les makers au tout début de la crise en termes d'impression. Ce modèle en fait a connu 4 évolutions successives. Pendant toute la période en fait entre la fin, un peu avant la fin mars en fait et ces derniers jours, de manière à matcher effectivement avec toujours un besoin en fait d'imprimer plus vite ou de manière empilée. Alors ce qu'on appelle les stacks, en fait c'est en bas sur la droite en fait sur la photo. L'idée c'était d'imprimer des visières de manière superposée, de manière à, on va dire, à lancer des impressions la nuit et à atteindre des temps d'impression qui pouvaient être aux alentours d'une douzaine d'heures, et récupérer tout ça en fait, le matin et maximiser le temps d'utilisation de l'imprimante. Donc sur une visière comme Prusa, effectivement, il y a eu 4 versions successives jusqu'à la dernière version, qui est celle que j'ai là. Voilà, et qui est une version en fait qui a été redessinée pour se conformer en fait à la nouvelle norme qui concerne des équipements de protection industrielle, parce qu'au tout début de la crise, effectivement, on avait assez peu de normes. À la fin, par contre, les normes étaient sorties. Il y a eu un autre modèle en fait qui a été très largement diffusé, qui est le modèle en fait qui était la 3D Werkstand, et qui était donc un modèle qui a été imprimé par les makers du site Covid 3D, donc qui était un autre groupe, un autre réseau en fait de diffusion en fait des makers, donc qui pareil lui était stackable. Donc et là par contre effectivement les stacks étaient assez grosses, donc on pouvait empiler en fait une bonne dizaine de visières sur une stack.
Par contre, effectivement, en termes de confort, on avait des problématiques un petit peu différentes du coup en termes de confort. Dans le réseau visière solidaire, donc, il y avait un modèle qui était partagé en fait, par l'ensemble des makers du réseau visière solidaire, donc, qui a évolué en 14 versions. Donc, on est parti de la version 8 pour atteindre la version 30B. Donc, vous avez en fait dans l'encadré les 14 versions différentes qui ont été mises en open source. Donc, malheureusement, effectivement, c'était un petit peu la problématique de l'open source, c'est que pour le coup, le modèle évolue à peu près tous les 2 jours et changer en fait des fois la méthode de production d'un jour à l'autre. Effectivement, le but était de toujours maximiser le poids, la vitesse d'impression. Par contre, ce n'était pas forcément toujours évident parce que effectivement, même si on avait des retours du personnel soignant sur des problématiques en fait exprimées sur certains modèles de visière, il n'était pas simple en fait effectivement de changer de modèle en fait à peu près tous les 2 jours. Donc, ce qui s'est passé, c'est que globalement, on a suivi au sein de ces 14 modèles à peu près 3-4 modèles. Et donc, on a même assez vite arrêté. Donc, quand le design en fait, est passé sur un design qu'on appelle frameless, en fait, avec des branches beaucoup plus courtes, de produire le modèle de visière solidaire. Le problème en fait étant effectivement qu'on avait des difficultés à s'approvisionner dans des élastiques par exemple assez longs, ou la façon en fait de monter en fait le transparent qui nécessitait par exemple une perforation qui était assez spécifique, qui était assez complexe. Au début par exemple les modèles utilisaient des clips, les clips étaient cassés, perdus. Donc voilà, assez rapidement, on en est venu à dessiner nous, puisque effectivement nous avions en fait 2 designers industriels dans le groupe. Donc, un designer en fait, du coup, de Nixperia, et un autre designer en fait, a designé en fait, du coup, notre propre modèle qui répondait justement à des problématiques du coup de montage simplifié, de désinfection, de rapidité d'impression. Donc là, en fait, c'est un modèle justement qu'on a designé nous spécialement pour la crise Covid et qu'on a repartagé en open source, du coup, sur les réseaux classiques en fait de modèles. On est intervenu justement avec le SOFAB sur la fabrication du modèle Prusa notamment, qui nous posait problème en termes d'approvisionnement, puisque ce modèle utilisait pour être vraiment fonctionnel en fait, et transparent, du coup des écrans qui étaient beaucoup plus épais, donc, et qui nécessitaient la découpe laser. Donc effectivement, le SOFAB nous a ouvert à à mi-période du coup son espace, et nous avons pu accéder en fait à la découpe laser pour fabriquer ce type de visière, sachant que effectivement c'était une visière qui était très demandée par certains personnels, notamment les gens qui étaient aux IRM, aux scanners, qui avaient besoin de transparence en termes de lecture d'écran. Voilà. Donc assez rapidement, effectivement, cette collaboration avec le SOFAB nous a permis de répondre à une problématique assez spécifique. On est allé effectivement jusqu'à faire évoluer notre modèle vers une réponse vers le moulage en injection si nécessaire, qui effectivement avait par contre un coût et qu'on n'a pas pu absorber en fait au niveau de la fabrication des visières solidaires, mais le modèle était prêt si nécessaire effectivement à passer sur une production en grande série. Donc ça, c'est aussi notre capacité en termes de société, enfin en termes de sociétés de designers, en fait, justement, à faire évoluer un modèle d'impression 3D vers un modèle qui peut être produit en industrie. On a répondu aussi en parallèle à des demandes qui étaient très, très spécifiques. Donc là, par exemple, on avait un chirurgien dentiste qui avait une problématique d'utiliser en fait des montures binoculaires, donc avec une lumière donc pendant les opérations dentaires d'urgence, et où là en fait les visières classiques ne permettaient pas de répondre correctement à la demande. Et là, ce qu'on a fait en fait, c'est que le dentiste ne pouvant pas nous le confier son matériel très très longtemps, et en plus bon, c'est un matériel qui était assez onéreux, donc une bonne dizaine de milliers d'euros, on a scanné en 3D en fait la monture pour en faire un clone numérique, et ça nous a permis de lancer la conception en fait d'un modèle tout à fait spécifique, avec du coup la conception d'une tétine du coup en silicone qui permettait le passage de la lumière. Il reste combien de temps? Ouais, ça va. Donc on a pu aussi fabriquer dans certains cas pour certains hôpitaux à la demande en fait des raccords pour les masques Décathlon qui étaient demandés aussi par certains, et procédé qui permettra effectivement par la suite d'imprimer aussi différents types de matériel. Donc là on a quelques photos effectivement de nos visières portées par l'ensemble du personnel soignant. En haut à gauche,
les visières les plus résistantes et transparentes, en fait, qui supportaient très très bien la désinfection et qui étaient, on va dire, quasiment d'un équipement professionnel, ont même été utilisées à Cannes, en fait, pour une opération en cardiologie. Donc la qualité du matériel était équivalente, effectivement, à du matériel classique. Donc on était assez content, effectivement, que la qualité qu'on ait recherchée dans la production de nos matériels ait permis, effectivement, d'atteindre ce niveau d'exigence. Donc pour résumer, visière solidaire, donc pour l'Ouest du 06, on était 10 makers. On a produit 6400 visières imprimées en 3D, donc pour notre secteur, pour notre groupe. Il y a eu sur l'ensemble du 06 à peu près 15 000 visières et environ 1 million, en fait, de visières produites à ce jour, à peu près, c'est une estimation, mais voilà, à peu près par l'ensemble des makers en France. Aujourd'hui, la démarche, en fait, on essaye de s'engager dans une démarche un petit peu plus pérenne. On a pu, une fois le confinement terminé, en fait, du coup, se tourner aussi vers les autres groupes de makers. Et aujourd'hui, l'objectif, effectivement, est de regrouper un petit peu tous les makers de la Côte d'Azur. On avait envie de faire plein de choses en commun. Effectivement, l'aventure Visière Solidaire était une super aventure humaine. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut essayer de penser un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, on a 2-3 initiatives qui commencent à émerger, en fait, sur nos groupes de discussion. Donc une première qui serait effectivement d'entreprendre, en fait, justement, d'innover localement et en tant que maker sur la Côte d'Azur, de manière effectivement à développer cette résilience et développer justement ces projets d'innovation frugale, low-tech, dont on peut avoir besoin dans le futur, aussi bien pour une crise, mais aussi pour répondre à d'autres problématiques. Et aussi une initiative qui viserait à élargir cette initiative au-delà des frontières, donc avec la création d'un groupe, en fait, de makers et des projets qui seraient à destination du coup de l'étranger, où l'idée, ça serait effectivement d'exporter ce savoir-faire et ces outils technologiques justement en direction des autres pays. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour de l'initiative Visière Solidaire. Dans quoi s'inscrit cette démarche? Donc, pour refaire un lien avec l'open source, effectivement, toute cette démarche, c'est une démarche, en fait, de ce qu'on appelle d'open manufacturing, qui va consister justement à utiliser de nouveaux outils de production, donc les imprimantes 3D qu'on a utilisées, la CNC, enfin des machines CNC, donc ça peut être effectivement du fraisage numérique, ça peut être de la découpe laser, donc qui sont basés effectivement du coup sur de nouveaux standards, de nouvelles méthodes de production de machines, des nouvelles valeurs, en fait, des mouvements qui partagent justement des nouvelles valeurs, en fait, telles que justement le mouvement des makers auquel on appartient, et tout ce qui est, en fait, lié au do it yourself. Et puis justement des nouvelles institutions, en fait, des nouveaux réseaux, en fait, qui permettent justement de produire et de fabriquer dans ces contextes-là, comme les Fab Labs, les hackerspace, les makerspace. Dans le domaine de l'open source, énormément de standards commencent à émerger, énormément de software, en fait, de logiciels et de protocoles, en fait, émergent. Donc là, on en a aperçu. Enfin voilà, je vais pas les décrire, mais effectivement, aujourd'hui, l'open manufacturing fait partie de l'open source. Est complètement et directement lié à l'open source. C'est une autre vision, effectivement, de l'open source. L'open source n'est pas que du software, il y a effectivement du coup de l'open source hardware. Et aujourd'hui, en fait, les Fab Labs, comme le SoFab, sont des endroits où vous pouvez en fait bénéficier de cette vision open source et élargir, en fait, votre champ en fait de compétences software, effectivement, à du hardware, à l'utilisation de nouvelles machines. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Et, donc je vais terminer, je vais repasser la parole à Julien. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Marie. Vous l'avez vu, hein, c'est beaucoup de savoir-faire technique, de partage, pas seulement local. Ça a été vraiment un partage global avec des effets locaux, puisque effectivement, on a pu servir un grand nombre de demandes. On va passer aux questions. Il nous reste 3 minutes avant Paul, de passer à la suite. Oui. Paul, est-ce que tu pourrais couper ton Si vous micro? avez Ça des fait un questions. écho. Okay. Ouais, excuse-moi. Ah oui, double son, on est côte à côte. Hein. Je ne l'entendais pas. Est-ce que vous avez des questions?
Tu as eu comme question, enfin tu as répondu par le chat, mais je pense que c'est bien aussi d'en reparler à l'oral. C'était la partie pour les dentistes en particulier. Oui, donc on s'est aperçu de la diversité des besoins. Bah, là, à l'écran, vous voyez justement une visière avec un trou. Donc, d'un point de vue de la barrière antivirus, ça a été vite comblé merci, par cette fameuse tétine donc souple, dans lequel sortait la lampe que Paul porte ici et qu'a nécessité. Alors, le plus impressionnant, on parlait de prototypage rapide tout à l'heure, c'est que entre la demande du dentiste un après-midi, le scan 3D Paradis Shape le soir, le premier modèle tard dans la nuit, parce que Paul et ses amis étaient un peu insomniaques en cette période. Dès le lendemain matin, on pouvait découper la visière et regarder le passage de la lampe. Plus quelques heures, parce qu'il y a eu un autre modèle, etc. Ce qui a pris le plus de temps, c'était cette fameuse tétine. Ça montre qu'on a encore des efforts à faire, que nos ateliers de résilience, nos Fab Labs doivent encore s'étendre, maîtriser de plus en plus de matériaux, ce silicone souple. Alors, on s'est équipé ensuite, mais il faut bien remarquer que tout le partage de connaissances, lui, n'a pris que quelques heures et c'est ça la leçon qu'on retient. D'ailleurs, moi j'ai une question. Comment vous l'avez fait, votre tétine en silicone? Au final, vas-y. Ouais. Donc, en fait, la tétine aujourd'hui, elle a été imprimée donc celle-ci. Je sais pas si on me voit. Ouais. Je ne vois pas. Ouais, ça. Voilà. Donc la tétine en fait qui est là. Donc moi j'ai un modèle en fait qui a été imprimé en résine incolore. Donc voilà. Donc cette tétine elle a été imprimée en fait sur une imprimante 3D résine. Donc il y a différents procédés en fait d'impression. Les visières ont été produites en fait dans ce qu'on appelle un procédé d'impression par dépôt de fil. Donc c'est du filament. Et là en fait c'est de la résine qui est solidifiée par un laser. Donc une machine en fait qui est aujourd'hui enfin, qu'on n'a pas aujourd'hui en fait dans nos locaux, qu'on a fait fabriquer en fait chez un partenaire en fait qui était sur Marseille. Donc une fois en fait la conception 3D réalisée, on a pu effectivement imprimer cette tétine du coup sur une imprimante résine. L'objectif est effectivement d'acquérir cette imprimante aussi en parallèle d'ici à la fin de l'année, en ce qui nous concerne. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a différents procédés aujourd'hui d'impression qui permettent d'atteindre des résultats pour un pré-modèle de série assez proche du modèle de série. Voilà. Mais du coup, quand c'est une imprimante résine, ça met longtemps à Non, imprimer? pas particulièrement. Alors l'idée, en fait, à partir de ce modèle résine, c'est de produire un moule en silicone. Donc on a la fraiseuse numérique du coup du SOFAB où on a commencé le travail de produire un moule qui permette en fait d'injecter ensuite du coup cette résine à partir de silicone classique et de la produire en plus grande série. Donc une fois validé le form factor et le facteur dimensionnel avec et le côté usage avec l'imprimante résine, l'idée c'est de passer sur un moule résine, un moule silicone, voilà, qu'on produit avec la fraiseuse numérique du SOFAB. On arrive Voilà, au bout de la c'est le mot de la présentation. fin. Vous le voyez, le Fab Lab, il avance en fonction de vos besoins. Donc, vous viendrez quand ce sera ouvert. Et si vous avez besoin de quelque chose, c'est ça qui nous permet d'avoir de nouvelles machines, de nouvelles compétences, de faire de nouveaux ateliers pour aller encore plus loin. Donc là, ça nous a permis d'aller très, très loin avec du fraisage, avec du moule silicone qu'on ne faisait pas avant. Donc, dès que c'est rouvert, venez.